Alors je constate que beaucoup de gens sont déçus de cette nouvelle saison depuis la redescente de l'épisode 5. Pourtant, ces mêmes personnes ignorent que nous sommes toujours sur ce même chemin apocalyptique, encore visible dans l'épisode 6. Salut à tous, c'est Vince sur Plottime et on se retrouve aujourd'hui pour parler du nouvel épisode de la saison 2 de la série House of the Dragon. Comme à chaque fois, je renvoie les nouveaux arrivants sur cette vidéo, visible sur ma playlist consacrée à cette même série. Et autrement, je remarque que beaucoup de gens ont crié au loup depuis l'épisode 5 qui en a déçu plus d'un, ce qui n'était pas mon cas. Mais là vraiment, la fureur était telle que c'est limite si on ne remettait pas la faute sur moi, mais on en reparlera en profondeur plus tard dans cette vidéo. La seule chose que je peux dire pour l'instant, c'est que j'ai l'impression que les gens se laissent un peu trop porter par ce que pense la masse. Ils vont commencer à s'en prendre à moi car une grosse partie de mon public a l'habitude de m'entendre déverser du sel. Mais de toute façon, je vous le dis, tant pis si des gens ne sont pas contents de mes vidéos, voilà, parce que j'encense un petit peu trop cette série, car le temps et l'expérience passée sur ma chaîne YouTube m'ont bien fait comprendre qu'il y aura toujours une minorité pour se plaindre. Mais absolument toujours. Soit je parle trop de wokisme, soit je n'aime rien, soit j'encense trop un truc. Donc pour ma part, je m'en fiche, c'est comme ça, on ne peut pas contrôler les choses. Je sais que mes vidéos sur cette série plairont quand même à une majorité de personnes, malgré le fait qu'elles ne font pas beaucoup de vues. Parce que oui, je pense que vous ne le remarquez pas, mais par rapport à mes autres vidéos, cette série est en train de plomber mon algorithme. Mais je continue parce qu'il y a trop à en dire et puis ça change un petit peu de moi qui passe mon temps à me plaindre sur les films et les séries du moment. Et pour boucler le tout, ça plaît à une majorité qui ne vient pas spécifiquement de ma chaîne. Donc à cette majorité, je vous le dis, je m'apprête à faire une vidéo sur les épisodes restants, voilà, parce que on approche vraiment de la fin. Et ce faisant, eh bien, j'invite tous ceux qui n'ont pas encore fait à s'abonner à ma chaîne YouTube, car l'algorithme ces temps-ci n'est vraiment pas en ma faveur. Bref, l'heure est venue de spoiler à bloc l'épisode 6 de la saison 2. Contre toute attente, le générique a finalement une nouvelle fois changé. On y aperçoit désormais ce qui semble être la bataille de Repos des Freux. Au passage, je ne sais pas qui est censé être la personne au milieu. Est-ce qu'il s'agit d'Aemon qui agite la dague en acier valyrien? C'est à vous de me le dire. L'épisode commence sur les Lannister qui sont à leur tour en train d'avancer. D'ailleurs, on voit un lion derrière eux. Je ne sais pas si c'est pour symboliser ce qu'il représente, donc forcément cet animal. Mais cette scène d'introduction sert surtout à nous montrer l'arrogance de cette maison qui souhaite invoquer Aemon comme s'il était leur serviteur, ce qui ne va pas manquer de l'énerver, et d'ignorer totalement la présence de sa mère Alicent. Elle va vivre ce que Aegon a vécu avant sa brûlure, et aller jusqu'à demander si ce n'est pas personnel finalement, parce que oui, ça en devient presque personnel. Mais surtout, on constate que tout le monde au sein du conseil est en train de regretter doucement leur choix de faire venir Aemon en tant que régent. Il prend en effet des décisions de guerre très rapidement, qui ne vont dans le sens de personne, sans vision à long terme, comme le faisait si bien Otto Hightower. Au sein du conseil, nous savons que Larys Faur est un manipulateur, mais ses tactiques ne passent pas d'un iota face à Aemon. À aucun moment, ce dernier n'acceptera de prendre Larys pour main du roi, et c'est là qu'Aemon évoque l'idée de faire revenir le vrai GOAT, Otto Hightower, mais le temps est compté, car visiblement Aegon est en train de se réveiller et wow, le niveau de domination est consternant. Et évidemment que la première question d'Aemon sera de savoir s'il se souvient de quoi que ce soit. Il va bien lui faire comprendre à quel point il a été idiot d'agir ainsi, d'essayer de contrecarrer ses plans. Il lui redonne sa sphère de pointage, donc pour signifier la présence, mais sur sa poitrine, sur le côté brûlé comme un enfoiré, pour lui dire implicitement, tiens, je te redonne le pouvoir, mais tâche de ne pas me manquer de respect la prochaine fois. D'une façon ou d'une autre, la situation va doucement échapper aux mains d'Aemon, ne serait-ce que par la non-présence de Otto qui ne veut plus répondre aux lettres. C'est-à-dire qu'il a assez joué et il ne veut plus revenir à Port-Réal après un tel manque de respect. Et Alicent de ce côté, j'ai l'impression que plus elle se fait mettre à l'écart, plus elle commence à se rapprocher d'Aegon, plus elle commence à développer de l'empathie pour lui, vu qu'elle commence à comprendre ce qu'il y avait dans sa tête, ce qu'il a ressenti tout ce temps, le fait de se sentir rejeté, de ne servir à rien. Ça y est, elle le vit aussi, et elle commence enfin à se sentir responsable de ce qui lui est arrivé. Même son frère ne lui montre aucun respect, mais au fil de leur conversation, et là j'ai vraiment adoré ce passage, les tensions vont doucement se relâcher. Il parle un petit peu de Daeron Targaryen, le quatrième enfant de Viserys et Alicent, personnage complètement mis à l'écart dans la série pour nous faire ressentir la distance qu'il y a entre lui et sa mère. Dans le regard d'Alicent, on a l'impression qu'elle pense à Viserys lorsque Gwen décrit Daeron, notamment lorsqu'il évoque sa gentillesse, chose qui s'est complètement perdue au Donjon Rouge, où tout le monde se bouffe entre eux,
un donjon qui porte bien son nom. Finalement, on pense tous que Port-Royal n'est pas un lieu moins maudit qu'Arenol. Pendant ce temps, nous apercevons Elena qui est complètement en train de péter les plombs. Elle est obsédée par ses sauterelles, si je ne me trompe pas. Elle n'a définitivement plus les pieds sur terre, et la mort de son fils a été visiblement un coup fatal. Et là où l'épisode commence à devenir vraiment intéressant, bon déjà, il y a deux choses de fondamentales dans cet épisode. L'histoire de Dragonnier, dont on reparlera dans un instant, mais également ce qui se passe à Port-Royal. La série nous explique subtilement à quelle sauce on va être mangé pour la fin de cette saison. On commence à sentir l'odeur de ce final. En effet, le ver blanc reçoit l'information que le peuple est affamé grâce à son espionne, et donc la première étape consiste à envoyer un paquet de provisions au peuple, parce que oui, Port-Royal a peut-être les épées, mais Père Dragon, lui, possède la nourriture. Rappelons qu'on doit ça grâce à Lord Corlys, qui contrôle les degrés de pierre depuis la fin de la première saison, ce qui lui a permis de verrouiller le gosier. Et c'est justement ça qui leur permet d'affamer Port-Royal. If we further seal the gullet, we can cut off all seaborne travel and trade to King's Landing. Donc si les vers veulent s'en sortir, ils devront à tout prix s'attaquer au gosier. Et ça fait un peu flipper car donner quelques légumes à des gens affamés est suffisant pour les rendre complètement tarés. Tout d'un coup, tout le monde se fiche de savoir que Rhaenyra a potentiellement exécuté un enfant, car quoi qu'on fasse, affamer un peuple est la pire chose qu'on puisse faire, et c'est à l'origine de bien des révoltes dans notre histoire. Les gens se transforment littéralement en zombies, et d'ailleurs c'est assez impressionnant à voir, la figuration qu'on a dû ramener pour cette scène. Et pendant tout ce remue-ménage, encore une fois, Larys va user de ses manipulations pour obtenir Aegon dans sa poche, n'ayant pas pu avoir Aemond dans la sienne. Pour ce, il tisse des liens avec Aegon en faisant le rapprochement avec son vécu pour lui faire comprendre qu'ils partagent les mêmes souffrances, avec à peu près le même handicap du pied beau, le fait qu'ils ne pourront tous les deux plus courir. Nous nous retrouvons maintenant à Père Dragon, là où Sir Stephen Sombrelin est chargé de trouver de nouveaux dragonniers, en commençant par lui-même. La mise en scène est bien faite parce qu'on ne s'y attend pas spécifiquement au départ, et forcément, c'est un honneur. Certes, le risque est immense, mais la dessinée est bien trop grande. D'ailleurs, j'adore ce concept de cérémonie pour invoquer un dragon. Et je vous présente Fumée des Mers, l'ancien dragon de Laenor. Il est gros, il est tout nu, et il va se faire un petit barbecue. De façon un peu prévisible. Oui, parce que Stephen, bon déjà, il agit de façon un peu bizarre, c'est-à-dire qu'il est sur le point de dégainer son épée, ce qui n'a aucun sens. Normalement, à sa place, j'aurais carrément retiré mon épée. Pour être sûr d'être complètement inoffensif face au dragon, il avance limite en se retenant de se chier dessus, alors que je pense qu'il aurait fallu se rapprocher fièrement du dragon sans craindre quoi que ce soit, et finit sur un « j'ai réussi » avant même de poser la main dessus. Au moment où il balance le « j'ai réussi », je me suis dit « ok, bye bye, salut ». Suite à ça, Rhaenyra va d'ailleurs lâcher une énorme droite à Lord Bartimos. Évidemment, ce n'est pas sérieux, mais au bout d'un moment, est-ce qu'il ne l'a pas cherché un petit peu? Parce que oui, Sir Stephen était parfaitement consentant, et le risque en valait évidemment la peine, c'était important pour la suite. Et là, à Père Dragon, on y aperçoit quand même beaucoup de discussions pas toujours intéressant entre Mysaria et Rhaenyra, chose que j'ai reproché au début de la saison dans mes vidéos précédentes. Pour moi, Mysaria est définitivement une déception dans cette saison, car encore une fois, elle n'est pas censée être aussi importante à ce moment précis, jusqu'à ce que... ok, c'était pour le quota. D'accord, très bien. Ok. Depuis le début de la saison, je ne comprenais pas pourquoi on insistait autant avec la relation entre ces deux personnages. Je trouvais qu'on perdait beaucoup de temps et qu'on aurait pu se servir de ce précieux temps pour développer des personnages un peu plus méritants, comme par exemple les jumelles Baela et Rhaena, qui pour l'instant sont un petit peu trop mis à l'écart, alors que normalement ils sont importants. D'autant que bon, déjà tout ça c'est pas dans le livre, Mysaria n'est évidemment pas décrit comme bi dans le livre, mais vous m'avez compris, il fallait bien sûr cocher la petite case et oui, comme quoi HBO a ses limites et lui aussi obligé de satisfaire ses investisseurs. En fait, ce qui me déçoit, c'est que jusqu'ici la série ne mettait jamais ce genre de relation à l'écran tant que ça ne servait pas l'histoire. Depuis le début, que ce soit des relations hétéros ou homosexuelles, ça servait toujours à quelque chose. Surtout que si on parle de quotas, ils avaient un boulevard dans cette saison avec un autre personnage que je peux pas dévoiler forcément, et ils ne l'ont pas pris, en tout cas pas encore. Donc à voir quand même où cette relation peut nous emmener, ça peut être intéressant, on ne sait pas. Peut-être que ça peut créer un développement supplémentaire dans la thématique de la série. Avant d'aller plus loin, j'aimerais faire une petite escale dans le Val. On remarque que Jane Arryn est beaucoup plus irritante qu'elle ne paraît, pour ne pas dire fourbe. Elle a caché à Rhaena la présence d'un dragon sauvage dans les environs extrêmement dangereux. Nous poursuivons sur Arenal, votre partie préférée. Je sais que beaucoup de gens se plaignent des visions de Daemon dans cette série, qui commence à gonfler à
apparemment tout le monde. Et je rappelle quand même que ces visions à chaque fois ne durent que 2 minutes, 1 à 2 fois par épisode. Franchement, ça va, c'est pas la mort, d'autant que ça raconte toujours quelque chose dans ces moments-là, d'autant que certains avaient théorisé le retour de l'acteur Paddy Considine dans le rôle de Viserys par le biais des visions d'Aemon dans cette saison, ce qui était selon moi complètement inévitable. Et pour le coup, je trouve ça vraiment intéressant de voir Viserys constater les dégâts commis à Westeros tout entier depuis sa mort, malgré tous ses efforts pour empêcher sa famille de se diviser. On avait besoin de voir Daemon lui rendre des comptes. Mais cette fois-ci, cette vision sera celle de trop. Daemon a l'air aussi fatigué que le public de cette série. Ce dont on est sûr, c'est que sa hantise n'est basée que sur sa volonté de devenir roi un jour. Mais la différence avec Aemon, qui lui n'a pas hésité à brûler son frère, Daemon lui n'aurait jamais, au grand jamais, levé la main sur son frère, bien au contraire. Et pour la première fois, fatigué, Daemon va invoquer l'aide d'Alice, ce à quoi elle lui répond, dans 3 jours, les vents tourneront. Alors j'imagine qu'elle parle du vieux Lord Grover qui se décide enfin à clamser. D'ailleurs, on sous-entend que c'est Alice River qui l'a tué. Voilà, quelque sorte. Tout le monde a l'air de le savoir sans l'assumer, car un sourire, enfin en tout cas de ce que je vois, un sourire se dessine sur le visage de tout le monde. Finalement, Daemon va enfin tirer profit de ses visions. Il comprend que jadis son rôle fut important, mais qu'il ne l'a jamais pratiqué. Il aurait au contraire dû être beaucoup plus présent auprès de son frère au lieu de le jalouser. Il aurait dû le guider. Et c'est au moment de son acceptation que la situation à Harrenhal se débloque une bonne fois pour toutes. Et j'ai presque envie de comparer ce qu'on a vu à la dépression. Ce qu'a vécu Daemon, finalement, est semblable à une dépression. Et c'est en acceptant finalement ce qu'il est, en acceptant sa situation, qu'il parvient à déverrouiller ce qu'il se passe et pouvoir enfin s'émanciper. Daemon, dans cette saison, est le personnage le plus développé. Les gens qui n'aiment pas tout son arc, pour moi, sont dans l'erreur. Car c'est au contraire pour moi le personnage le plus touchant. Le fait qu'il se mette à pleurer car il comprend enfin que le problème venait de lui et non pas des autres. Nous poursuivons maintenant sur ce qu'il se passe à Lamarck, qui va plus ou moins conclure l'épisode. Et heureusement que la semaine dernière, je vous ai parlé du face-à-face entre Alynh et Rhaenys, car nous comprenons que c'est la mort de Rhaenys qui va remettre Corlys en question, dans un premier temps en s'épinglant le badge de main du roi, en tout cas de la reine, et dans un second se décider enfin à prendre Alynh sur son aile pour exaucer le souhait de Rhaenys avant sa mort. D'ailleurs, dans cet épisode, nous voyons Alynh se raser la tête, et là, je ne fais que vous montrer ce que la série nous montre. Voilà, vous n'avez qu'à faire pause. Et là, par pitié, ne me dites pas « tu spoil !» Il y a une discussion entre les deux frères, l'un rêveur, l'autre trop sur ses gardes, tous deux pas d'accord sur une destinée qui pourrait leur tendre les bras. Je vous avais dit que la saison nous avait préparé à une potentielle liste de candidats prêts à chevaucher les dragons, et Adam se fait jeter dans la gueule du loup car Fumée des Mers vient directement à lui, étrangement attiré comme un aimant. Alors, je n'ai pas compris pourquoi il se décide à se ramener vers lui que maintenant. Moi, je pense que le fait que Fumée des Mers se fasse tenter d'être chevauché par quelqu'un d'autre, je ne sais pas, l'a mise en colère. Il l'a poussé à aller voir quelqu'un d'autre beaucoup plus proche du sang de son ancien maître. Jusqu'ici, je pense qu'il faut vraiment faire exprès pour ne pas savoir qui sont les frères. Je suis sympa, je m'empêche de le dire, voilà. Mais bon, hein, écoutez, on continue la vidéo sur la partie de vos commentaires. Pour alimenter le tout, vous allez voir, il y a beaucoup de choses intéressantes. Alors comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, apparemment l'épisode 5 a déçu beaucoup de gens, donc ce n'est pas très important, on ne va pas parler en détail de ça. Je vous évoque ça seulement parce que j'adore comment le juste milieu n'existe pas sur internet. D'un côté, nous avons eu l'épisode 4 qui a été titré partout comme étant le meilleur épisode de la série, et d'un autre, l'épisode 5 titré pire épisode de la série. Alors c'est sûr que quand tu passes d'un épisode 4 avec une bataille de fous furieux et d'un épisode 5 qui fait le point sur ce qui s'est passé, et qui nous prépare gentiment à la seconde moitié de cette saison, c'est, mais alors, tout à fait normal que tout semble à nouveau plus plat. Et je trouve ça vraiment curieux de voir que les gens se plaignent malgré ce qui s'est passé au milieu. Pour ma part, je l'ai pris comme tel, ce faisant, eh bien, j'ai bien aimé, voilà, j'ai passé un bon moment. Oui, il paraît plonguet, mais je vous garantis que tout ce qui se passe dedans était indispensable pour la suite. Et je vous renvoie à ma vidéo dédiée sur le sujet. Pour moi, dire qu'il ne se passe rien est un mensonge. Et moi, ce qui m'a fait marrer, c'est qu'il a vraiment fallu qu'un épisode se relâche pour que les détracteurs arrivent. Ah voilà, je vous l'avais dit, personne m'avait écouté. C'est de la grosse merde. Et ainsi remettre ce débat fatigant sur la table,
Game of Thrones est 10 fois mieux que House of Dragon. Sauf que non, ce n'est pas mieux, c'est juste différent dans son traitement narratif qui avance par blocs épisodiques, tandis que Game of Thrones, ce qui rendait la série excellente, c'était ses promesses. Toute la puissance de l'évolution de l'histoire ne se basait que sur les promesses et les cliffhangers. Et savoir que ces promesses n'ont pas été tenues à la fin, eh bien ça fait un petit peu mal aux fesses. Tandis que pour House of Dragon, on connaît déjà la fin de l'histoire, car elle est gravée dans feu et sang. Donc ce n'est pas meilleur ou moins bien, c'est juste autre chose et certains se plairont plus sur l'un que sur l'autre. Et cette partie de fans d'origine ne se retrouvant pas dans ce autre chose, vont désespérément taper dessus en continu au lieu de partir, disant que ça ne vaut pas mieux que le spin-off de Viking. Où j'ai vraiment vu ça dans les commentaires, j'espère qu'il ne se reconnaîtra pas. J'ai même pas envie d'argumenter tellement que c'est absurde, tellement que c'est de mauvaise foi. Viking Valhalla, c'est une incohérence par scène. Voilà, c'est vraiment écrit par des enfants, avec une quantité de personnages qui ne savent même pas où aller. Bref, passons à la suite. Sur un autre sujet, j'ai vu en me baladant sur X quelque chose que je n'avais pas marqué, le château des Eyriers, qui a changé pour la 3e fois. Et j'avoue que je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Alors autant pour la première version, je peux comprendre parce que ça n'avait aucun sens, mais autant là, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils essayent de plus en plus de se rapprocher d'un truc réaliste, mais attention hein, parce que j'avoue que j'aime pas trop quand on retouche quelque chose qui à la base est censé être canon. Donc attention quand même à ce genre de détails. Nous continuons sur Down H sur un long commentaire, mais pas moins intéressant, qui nous dit « Là où Aemon n'a plus personne pour s'opposer à lui dans son ascension, pour l'instant, Daemon se retrouve opposé au peuple. L'ironie est qu'il fait ce qu'il a toujours voulu faire et ce qu'il reprochait à son frère de ne pas faire. Cependant, on voit bien que ça ne marche pas. Est-ce que c'est le début d'un changement dans sa manière d'être? Alors, on ne spoile pas les lecteurs du livre, et pourquoi pas. De plus, lors de la scène où Daemon est posé sur la cheminée, on transite directement sur Rhaenyra qui est aussi à la cheminée. À la fois séparés et unis par le montage, on te fait comprendre qu'ils sont tous les deux au même point qu'ils peinent à régner. Peut-être qu'une réunion des deux pourrait leur permettre de compenser leur faiblesse. C'est un commentaire intéressant qui me fait dire une chose, attention quand même aux scénaristes de ne pas faire la même chose que la saison 4 de The Boys, c'est-à-dire partir d'un point pour nous faire revenir au même point à la fin. Si à la fin de la saison 2, Daemon revient voir Rhaenyra, eh bien on se retrouvera encore au même point et tout ce qu'on a vu aura servi à rien. Donc attention, soyons prudents. Par la suite, Mathias 23h me corrige sur ce que j'ai dit dans ma vidéo précédente. Ce ne sont pas des œufs qui ont été offerts à Lady Arryn, mais bien 2 dragons plus les œufs. Ce qui confirme ce que je disais sur le fait que quand même, elle n'avait pas à se plaindre. Surtout si on se souvient de la série originale, où les dragons, en 10 ans, se développaient très vite. Voilà, ils grandissaient comme des gros chats et devenaient efficaces très rapidement. Et nous finissons sur le commentaire très simple de Harmonia, mais très important pour les gens qui regardent cette série. Question bête, pourquoi les Targaryens brûlent? Daenerys, elle, ne brûle pas, donc pourquoi pas les autres? Eh bien, c'est extrêmement simple. Dans les livres, aucun Targaryen n'est immunisé contre le feu. Ce n'est que dans la série originale que les scénaristes ont pris la décision de faire en sorte que Daenerys soit une sorte de Terminator immunisé contre le feu, et je pense que c'est dû à un problème de compréhension par rapport aux lignes de George R.R. Martin. Pourtant, ce qui est étrange, c'est que George R.R. Martin aurait dû préciser ça. Mais ça peut ouvrir la porte à toute une vidéo entière sur ce même sujet, tellement qu'il y a à en dire. En effet, l'auteur d'origine s'est très fortement éloigné de la série. Bref, c'est une longue histoire. En dehors de la scène du bûcher censée être représentée comme une sorte de divinité, de prodige, Daenerys, elle aussi, est censée être sensible au feu. En fait, la scène du bûcher représente plus une sorte de renaissance. On pourrait même psychologiquement s'imaginer qu'elle brûle réellement dans ce feu et renaît en quelque sorte dans cette même scène. Bref, nous pouvons conclure. Eh bien, c'était un épisode intéressant, mais qui, j'imagine, va une nouvelle fois en décevoir plus d'un. Certains se plaindront, j'imagine, qu'il ne se passe rien, ce qui est mais alors factuellement faux. Je suis désolé, mais il se passe beaucoup plus de choses que dans la série originale en moins d'épisodes. Je pense que les gens sont juste devenus exigeants après une saison 7 et 8 riche en action. Et à ces gens-là, j'ai envie de leur dire, mais faites-moi confiance. L'épisode 7 sera l'avant-dernier, donc je mise sur le fait que celui-ci sera terrible. Surtout quand on voit ce qui se passe à Port-Réal. Port-Réal est sur le point d'exploser. Donc faites-moi confiance, cette série ne nous laisse pas sur le bord de la route. Sur ce, si vous avez des analyses, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Peut-être que je vous mettrai en avant dans la vidéo suivante. Autrement, mes podcasts audio, mon lien Linktree sont disponibles dans la description et en commentaire épinglé. Le tout accompagné du bouton d'abonnement pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis alors ciao et à la prochaine.